Chers amis, merci de m'avoir invité à cette quatrième journée de recherche FAI2R, CRI immédiate, pour discuter avec vous du volet européen de la cohorte Covid de l'ELAR. Comme vous le noterez sur cette diapositive, en tant que past chair du Standing Committee de l'ELAR sur épidémiologie et recherche sur données de santé, j'ai eu la chance de participer au groupe de coordination du registre LAR Covid, dont je fais d'ailleurs toujours partie. Alors, en termes de contexte, vous connaissez tous le contexte, qui est que lorsque l'épidémie a commencé, nous étions tous très inquiets pour nos patients, du fait du risque accru potentiel d'infection chez nos patients au sens large, en particulier lié à certains facteurs de risque comme la prise de cortisone ou l'âge. Mais en parallèle, de nombreux questionnements existaient quant à la place des biothérapies, en particulier des anti-TNF, et la place de l'hydroxychloroquine, ainsi que d'autres traitements tels que le tocilizumab. C'est dans ce contexte que le LAR a commencé à réfléchir à ce sujet et a d'une part mis en place ces recommandations qui ont été publiées dans l'Annales rhumatique de Ziz en juillet et qui disaient qu'il ne fallait pas arrêter les traitements de fond lorsqu'on présente une infection Covid et qu'on a un rhumatisme inflammatoire, mais d'autre part a mis en place la cohorte pour répondre à la question des facteurs de risque de formes de Covid sévères chez les patients qui ont des rhumatismes inflammatoires ou des maladies auto-immunes, avec ou sans immunosuppresseurs, et en particulier la place des traitements. Cette database a été mise en place en mars 2020, à peu près en même temps que la base française en fait, et l'idée était de collecter des cas de façon internationale à travers les différents rhumatismes inflammatoires et auto-immunes. Et en fait, il s'agit d'un accord entre le LAR et un groupe qui s'appelle le Global Rheumatology Alliance, qui nous ont contactés initialement en nous demandant de monter une database. Et nous avons donc utilisé les mêmes données qui étaient collectées par le GRA pour créer la database de... En pratique, le Global Rheumatology Alliance regroupe les données à la fois des données hors Europe qui sont centrées sur San Francisco et des données européennes qui sont centrées sur Manchester par la EULAR Database et qui elles-mêmes intègrent des données nationales comme la base française, la base allemande, italienne ou anglaise et des collections de cas directs. Alors, qu'est-ce qu'on a collecté dans cette base de données? Eh bien, vous connaissez bien les informations qui sont assez similaires à ce qui a été collecté dans la base française, quoique un peu moins détaillée. Le diagnostic, les traitements, et puis donc les cas de Covid avec le diagnostic du Covid, les symptômes, les complications et le devenir. En essayant de maintenir la database assez simple pour que ça soit faisable à grande échelle dans de nombreux pays. Donc notre objectif était d'être rapide et capable de nous adapter. On a donc été amené à adapter les données qu'on a collectées dans les premières semaines. Et puis on essaye également de renvoyer les données vers les personnes qui nous les fournissent, puisque les gens qui rendent des données le font gratuitement. Et pour cela, il y a possibilité d'avoir des infographiques qui sont maintenues à jour toutes les semaines sur le site internet de la cohorte que vous pouvez trouver facilement. Voici donc un petit peu une overview d'où on en est à la date du 1er décembre 2020. Nous avons aujourd'hui 3600 cas qui ont été rapportés venant de 32 pays. Vous voyez qu'on peut être très fier en France où nous avons le seul point rouge de la carte avec plus de 1000 cas qui viennent de France. Merci beaucoup à tous les collègues qui saisissent des cas dans la base française puisque c'est automatiquement, enfin c'est envoyé régulièrement dans la base européenne. A l'inverse, quelqu'un qui voudrait annoncer un cas depuis la France, lorsqu'il le fait sur le site ELAR, on lui demande de plutôt le soumettre dans la base française, de manière à ne pas se retrouver avec des cas qui ont été déclarés que à la base ELAR. Sur ces 3500 patients, 48% ont été hospitalisés, à peu près 10% ont décédé. Vous voyez que les maladies les plus fréquentes sont la polyarthrite rhumatoïde, 35%, et puis rhumso et spondyloarthrite, qui à eux deux représentent également presque 30%. Et vous voyez sur la courbe du bas que les cas ont surtout été déclarés en fait entre février et mai, et que depuis ça continue à augmenter, mais pas très vite, un petit peu quand même depuis la reprise des cas sur septembre-octobre.
Alors évidemment, il y a des limites à ce que cette base de données peut nous apporter, en particulier des limitations à l'analyse de ces données qui sont également vraies pour la base française, hein, avec d'abord le risque important de biais, puisque d'une part, il ne s'agit pas de tester des patients qui sont asymptomatiques à large échelle, mais de rapporter les cas. Et donc forcément, on va rapporter déjà les personnes qui sont symptomatiques et qui ont été testées, puis après les personnes qui ont été hospitalisées ou plus sévères, parce que c'est les personnes que les rhumatologues ont envie d'aller rapporter dans une base de données. Ensuite, deuxième limite, malheureusement, on n'a pas le dénominateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le dénominateur sur la population à risque, ni en termes de traitement, ni en termes de diagnostic, ce qui fait qu'on ne peut pas en tirer des conclusions sur l'incidence de la maladie, ni sur l'incidence d'ailleurs des formes graves. Troisième limitation, il s'agit d'une population qui est évidemment très spécifique et qui est déjà à haut risque de formes graves, avec d'une part des comorbidités assez importantes, et puis d'autre part évidemment des traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. A l'inverse, que cette base de données peut nous apporter, c'est une documentation rapide et une espèce de photographie des patients en termes de diagnostic et de traitement qui ont une infection, mais aussi quand même des données sur le devenir de ces patients en termes d'hospitalisation et de décès, et puis peut permettre d'identifier des patterns de caractéristiques de patients parmi ceux qui ont le Covid symptomatique. Alors je vais vous présenter maintenant deux résultats principaux qui sont les deux papiers, un publié et l'autre in press maintenant dans ARD que nous avons pu tirer de la cohorte globale. Il s'agit en fait de résultats de la cohorte GRA et non pas ELAR, car nous n'avons fait aucune analyse spécifique sur la cohorte LAR. C'est toujours plus logique d'avoir un nombre de patients le plus important possible. Et le premier résultat que je vais vous montrer, c'est la partie publiée qui porte sur les facteurs associés à l'hospitalisation. Et donc c'est ce papier où il y a un auteur, une autrice américaine qui est premier auteur, Gianfrancesco, et vous voyez que Pedro Machado, qui est le chef, on va dire, du groupe européen, est présent, ainsi que moi-même, Loreto Carmona, et Kimi Irish, qui sont les représentants du groupe plutôt européen. Alors, ici, nous avons analysé les 600 premiers cas de Covid jusqu'au 20 avril. Et l'analyse portait sur le risque d'hospitalisation oui-non. Donc 600 cas, 46% hospitalisés, 9% de décès, et avec les limites qu'on a dit en termes de sélection de population. Et donc, comme vous le voyez sur le tableau de droite, la maladie de loin la plus fréquente était la polyarthrite rhumatoïde, mais on avait à ce moment-là de la database de nombreux cas de lupus, alors que vous avez vu que maintenant c'est moins fréquent que les spondyloarthrites et le rhumatisme psoriasique. D'assez fréquentes comorbidités, en particulier l'hypertension 33%, les maladies pulmonaires 21%, le diabète 12%. À peu près 65% de non-fumeurs dans cette base de données et seulement 16% de patients sans traitement de fond, tandis que les traitements conventionnels représentaient 45% de la population et les biothérapies avec ou sans traitement conventionnel à peu près 40%. 21% des patients recevaient une faible dose de cortisone et 11% une dose au-delà de 10 mg par jour. Dans les facteurs de risque d'hospitalisation, nous avons vu que les maladies cardiovasculaires en haut, les maladies pulmonaires, le diabète, les maladies rénales étaient toutes des facteurs de risque d'hospitalisation lors du Covid-19, tandis que le tabagisme n'en était pas. Et dans les diagnostics sous-jacents, eh bien, nous n'avons pas trouvé de différence significative en raison du diagnostic sous-jacent, quoique, comme vous le voyez, le lupus semblait mener à plus d'hospitalisation sans que ça soit significatif. En termes de médicaments, nous avons considéré que les patients qui ne recevaient pas de traitement de fond étaient la case référente. Et comme vous le voyez ici, on n'a pas trouvé d'augmentation du risque significative avec les traitements conventionnels, les CS-DMARDs, pas de baisse significative du risque avec l'hydroxychloroquine, et plutôt une tendance à la baisse avec les biothérapies, avec effectivement une baisse dans le groupe biothérapie sans traitement conventionnel.
et en particulier pour les anti-TNF, un odds ratio à 0,4. Et en termes de cortisone, le risque est augmenté par la prise de cortisone à plus de 10 mg par jour. Alors c'est intéressant comment ces données ont été interprétées, puisque en Angleterre, ils ont conclu que les patients sous anti-TNF étant moins à risque, eh bien, ils allaient faire des essais thérapeutiques avec l'adalimumab chez les patients dans les maisons de retraite. Alors évidemment, on peut se poser la question de la validité de ces réponses, puisque nous, dans nos analyses, nous avons trouvé effectivement une baisse du risque avec les biothérapies, en prenant comme catégorie 1, catégorie de référence, les personnes qui ont un rhumatisme inflammatoire, mais qui ne prennent pas de biothérapie et qui ne prennent pas de traitement de fond. Et évidemment, le problème, c'est la catégorie de référence, puisque peut-être que dans la population générale, vous voyez, le risque est bien en dessous que dans la population qui a un rhumatisme inflammatoire chronique et qui ne prend pas de traitement de fond. Donc évidemment, ces résultats sont interprétés de façon extrêmement précautionneuse. Le deuxième résultat que je veux vous montrer, c'est les facteurs associés avec le décès dans cette population, des résultats qui ont été montrés au congrès de l'ACR mais qui ne sont pas encore publiés. Donc ici, on a pris les cas jusqu'en juillet en analysant donc les éléments liés au décès. C'est assez compliqué ce genre d'analyse parce qu'il y a de nombreux facteurs de risque potentiels, dont certains qui sont corrélés entre eux, d'autres qui sont recouvrants, et puis certaines catégories qui se retrouvent assez faibles. Donc bref, ça a été des analyses assez compliquées qui ont été menées en Allemagne, à l'université de Berlin, et qui ont mené à de nombreuses discussions au sein du groupe de coordination. Donc ces analyses ont été centralisées par le groupe ELAR Covid, mais portent aussi sur les patients du groupe GRA, y compris les patients français. Donc globalement, nous avions 3700 cas avec 10,5% de décès, comme vous le voyez à droite. Mais vous voyez ici, et c'est intéressant, que le taux de décès dépend selon les pays, avec plus de cas de décès déclarés en Angleterre et en Italie, par exemple. Alors voici les principaux résultats. En termes de facteurs démographiques, vous voyez que l'âge qui augmente, et en particulier l'âge à plus de 75 ans, est un facteur de risque de décès lorsqu'on a un Covid et un rhumatisme inflammatoire. Le sexe masculin, tandis que le tabagisme ne sort que chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Et par contre, l'activité de la maladie est également un facteur de risque dans les différents groupes de maladies. En termes maintenant de comorbidité, nous avons retrouvé les résultats que les maladies cardiovasculaires et l'hypertension sont des facteurs de risque, les maladies pulmonaires également, tandis que l'insuffisance rénale n'est un facteur de risque que dans certaines sous-catégories, en particulier dans les maladies, les connectivites. Et le diabète ne sortait pas de façon significative. En termes de traitement maintenant, ce sont des analyses à nouveau assez compliquées et à mener avec grande prudence, mais nous avons trouvé plus de décès dans le groupe qui ne recevait pas de traitement de fond, dans le groupe qui recevait du rituximab, de la sulfasalazine, et puis également dans le groupe corticothérapie, mais cette fois-ci plutôt dans le groupe à dose modérée de corticothérapie. Voilà donc la conclusion de ce topo. La database de l'ELAR et du GRA, puisque comme vous l'avez vu, nous avons toujours fait des analyses communes, peuvent apporter des informations sur les cas de Covid et sur les facteurs de risque de complications du Covid. Les facteurs de risque que nous avons trouvés pour l'hospitalisation et le décès chez les patients qui ont des rhumatismes inflammatoires et des maladies auto-immunes sont en fait globalement similaires à celles qui ont été décrites chez les populations qui n'ont pas de rhumatisme inflammatoire, en particulier l'âge plus important, le sexe masculin et les comorbidités, en particulier les comorbidités cardiovasculaires et pulmonaires, qui augmentent le risque d'hospitalisation et également de décès. Les deux messages clés qu'on peut apporter pour nos collègues, c'est de contrôler l'activité de la maladie, donc de ne pas arrêter les traitements de fond, et de minimiser autant que possible la prise de cortisone, sans non plus mener à des poussées de rhumatisme. Comme vous le savez, de nombreuses analyses ancillaires sont en cours sur la database de l'ARGRA, dont certaines menées par la France, soit sur des aspects plus spécifiques du Covid, soit sur certains sous-groupes de maladies. Et enfin, nous sommes en train de rajouter une section sur les vaccinations et les événements indésirables après vaccination,
à la demande de l'EULAR, bien que à nouveau, nous n'aurons pas le dénominateur, donc ça va être assez compliqué d'analyser les cas qui sont rapportés avec des complications, mais nous en saurons plus sûrement dans les prochains mois. Voilà, je tiens à nouveau à remercier le groupe français pour la belle collaboration et la possibilité de pooler les données qui est vraiment extrêmement importante. Et puis à vous remercier pour votre attention.